D'abord, je voudrais remercier Philippe et puis ses collègues de la DTG de l'invitation. Je dois dire que je suis un peu impressionnée d'intervenir dans ce haut lieu de la pensée alternative qui est devenue les universités populaires UP. Et j'en profite pour dire mon admiration pour ce que vous êtes arrivé à réaliser, parce qu'on n'arrive pas, nous, à en faire autant à la R&D. Bon, on va en prendre de la graine. Donc le sujet du jour, c'est de parler un petit peu de la santé financière d'EDF, qui, comme vous l'avez vu, fait couler beaucoup d'encre, pas seulement en interne, mais il n'y a pas un jour pratiquement sans que la presse ne relaie les difficultés d'EDF. Ces difficultés ont justifié des coupes en effectifs assez importantes, même très importantes. 3500 personnes, apparemment, c'est le chiffre à peu près stabilisé, c'est plus de 5% des effectifs. Également des coupes budgétaires. Il y avait déjà eu 300 millions de coupes budgétaires en 2015, donc dans les achats, dans tout ce qui est charges opérationnelles. Et on nous annonçait de nouvelles économies de 700 millions, ça vient de passer à 1 milliard, donc on a l'impression que plus ça va, plus il va falloir se serrer la ceinture, alors qu'on est déjà, il nous semble, à l'os. Donc dans un premier temps, on va revisiter un peu vite les résultats financiers de l'entreprise tels qu'ils ont été présentés par nos directions à la presse et aux actionnaires. Donner au passage quelques éléments de lecture. Alors je ne sais pas si ça vous intéressera sur ce qu'est un bilan, un compte de résultat, ce que veut dire un EBITDA, un cash flow, un ratio d'endettement pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça à comprendre et qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les termes et laisser à des pseudo-experts le monopole de l'analyse de ces chiffres. Et puis détricoter un peu le discours actuel qui tient en gros en quelques points. EDF va mal, donc il faut non seulement désinvestir, mais également réduire les coûts partout et en particulier les coûts de personnel. Il faut absolument revenir à une situation meilleure, c'est-à-dire à un cash flow positif, donc on verra ce que ça veut dire sous 3 ans. Et donc tous les moyens sont bons pour arriver à cet objectif, sauf évidemment réduire les hauts salaires, mais réduire les effectifs et réduire les charges, ce qui veut dire aussi réduire mettre dans la difficulté encore un peu plus nos sous-traitants probablement. Alors ce raisonnement est quelque chose qui rappelle par certains aspects le raisonnement qui a été appliqué à la Grèce, qui l'est toujours par l'Union européenne et par la Troïka. La Grèce était trop endettée, il n'y avait pas d'autre moyen qu'elle se serre la ceinture, qu'elle réduise ses dépenses publiques, et donc au passage qu'elle détruise ses services publics, qu'elle plonge sa population dans la pauvreté, qu'elle laisse partir ses jeunes à l'étranger puisqu'ils n'avaient plus d'avenir, qu'elle brade évidemment ses biens publics au profit du privé, avec le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire que la Grèce s'enfonce un peu plus dans la crise. Donc on peut se poser la même question pour EDF, est-ce que même si c'est pas exactement transposable, est-ce que le diagnostic est le bon et est-ce que le remède qu'on est en train d'appliquer n'est pas plutôt en train de tuer le malade que d'améliorer les choses? Et au-delà, que penser de la situation d'EDF, que penser de sa stratégie, quels sont les vrais risques pour EDF et quels sont les enjeux? Donc on va commencer par une analyse des comptes annuels de l'entreprise tels qu'ils ont été faits donc en février dernier, qui couvraient l'année 2015. Donc les comptes de l'entreprise, en fait, c'est une obligation légale pour toute entreprise de publier annuellement ses comptes qui tiennent en trois documents principaux, le bilan, le compte de résultat, et puis une annexe qui est en fait une explication du bilan et du compte de résultat. Donc en fait, EDF, entreprise publique, alors attendez, je vais me mettre sur le contenu, a une feuille de route qui est fixée par le gouvernement avec des objectifs financiers principaux que sont une croissance de l'EBITDA, on va voir ce que c'est, entre 0 et 3%, le maintien d'un ratio d'endettement dans une fourchette entre 2 et 2,5% et un taux de distribution des résultats net courants, c'est-à-dire le taux de distribution sous forme de dividendes des résultats de 55 à 65%. Donc on va voir ce que ça signifie. Donc qu'est-ce qu'un bilan? Alors, la vie d'une entreprise se compose de plusieurs étapes. D'abord, elle doit se financer auprès d'actionnaires, auprès de banques. Ensuite, elle va investir, donc pour nous, dans les moyens de production, dans le réseau. Et donc cette partie-là, financement et investissement, c'est ce qui se retrouve dans le bilan. Ensuite, elle va produire. Pour cela, elle va engager des charges, des achats, des salaires, des impôts. Et puis ensuite, elle va vendre. Et de tout ceci, qu'elle doit dégager de la marge. Donc le bilan, premier état financier, est une photographie à un instant T de ce que possède l'entreprise et de ce qu'elle doit. Donc c'est organisé en ce qu'on appelle en partie double. À droite, on a le passif. Donc je pense que c'est des termes que vous entendez régulièrement, mais
voilà, on va fixer un petit peu ce que c'est. Donc le passif, c'est d'où viennent les fonds en fait. Donc on peut aussi dire tout ce que doit l'entreprise. Donc d'où viennent ces fonds, même principalement de deux sources. Les fonds propres, c'est ce qu'ont apporté les actionnaires au départ, la mise qu'ils ont mis, et puis c'est les résultats qui tous les ans ont été réinvestis dans l'entreprise. Donc c'est des résultats qui n'ont pas été distribués sous forme de dividendes et qui ont été réinvestis dans l'entreprise pour les faire grossir. Ensuite, c'est des prêts bancaires à long terme et à court terme, et puis éventuellement des prêts qu'on a auprès des fournisseurs qu'on n'a pas encore payés. L'actif du bilan, ce sont les investissements qu'ont fait l'entreprise. Donc alors avec une organisation en haut du bilan, on trouve les emplois plutôt stables, et en bas, ce qui tourne plus vite, on va dire. Donc les immobilisations, les stocks éventuellement, ce qu'on a produit mais pas encore vendu, ce que nous doivent les clients, et puis la trésorerie. Donc, je vous montre rapidement, on ne va pas détailler, hein, voilà les comptes qui ont été présentés pour EDF aux actionnaires. Donc, on retrouve l'actif du bilan, donc 149 milliards, alors c'est à peu près pour moitié des moyens de production, pour moitié des concessions de réseau et hydraulique. On ne va pas détailler tout. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une trésorerie, EDF a une trésorerie qui est quand même assez conséquente de 23 milliards. Elle a des capitaux propres qui sont de l'ordre de 35 milliards et des dettes qui sont autour de 60 milliards, ce qui fait qu'on parle d'un endettement net. Les dettes moins ce qu'elle a en caisse, moins les 22 milliards, ça nous donne un endettement net de 37 milliards, ce qui est, on va le voir, correct. L'autre document important des comptes d'une entreprise est le compte de résultat. Donc c'est complémentaire au bilan, et là ce n'est pas une photo de ce qu'a l'entreprise, de ce qu'elle possède et de ce qu'elle doit, mais c'est le déroulé de ce qui s'est passé en un an sur tout l'exercice comptable, tous les produits qui sont rentrés en caisse et toutes les charges qu'elle a dû payer. Alors les produits, c'est essentiellement ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la vente, éventuellement des subventions, plus d'autres produits plus anecdotiques que sont des produits financiers, des produits exceptionnels. Et les charges, ce sont les achats qu'elle a dû faire, éventuellement de matières premières, les loyers, les charges en énergie, etc. Les charges de personnel, des impôts. Les dotations aux amortissements. Donc les dotations aux amortissements, c'est on a investi, mais chaque année, si on a investi, qu'on estime que le bien va durer 30 ans, et bien chaque année, en gros, on considère qu'on use 1/30 de la valeur de l'investissement. Des charges financières, des impôts, et donc la différence fait un bénéfice. Donc, ce compte de résultat permet de définir des soldes intermédiaires de gestion, c'est-à-dire, et c'est ça qu'on va regarder en fait, c'est des marges que dégage l'entreprise pour financer son activité, pour dégager du bénéfice. Alors c'est pareil, je vais en reprendre, on pourra revenir dessus si vous voulez, là je vais juste en prendre quelques-uns parce que c'est des chiffres qu'on entend souvent et qui peuvent être intéressants de connaître. Donc on part du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est donc ce qu'on a vendu. On peut aussi, et plus la production stockée, donc on a produit mais on ne l'a pas encore vendu, donc ça nous donne la production. Si on déduit tout ce qu'on a acheté à l'extérieur, alors c'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est une mesure importante puisque c'est la somme des valeurs ajoutées de tout le pays qui fait le PIB, le produit intérieur brut, ce qu'on suit, donc ce qui va définir la croissance. Cette valeur ajoutée, si on ajoute les salaires, si on soustrait les salaires, on obtient l'EBITDA. Donc c'est ça l'EBITDA, l'excédent brut d'exploitation. Donc c'est ça en fait la vraie mesure de ce que l'entreprise dégage comme marge opérationnelle de son activité. Donc c'est ce qu'elle vend, moins ce qu'elle achète et moins les salaires. Et ensuite on déduit tout un tas de produits financiers, exceptionnels, etc. pour arriver au résultat final. Voilà. Bon, je vais peut-être pas passer là-dessus. Voilà comment le compte de résultat a été présenté à EDF avec son chiffre. Juste, je vais m'arrêter sur deux chiffres. Le chiffre d'affaires d'EDF, c'est 75 milliards. Donc c'est présenté avec les différentes marges. Et on retiendra que les charges de personnel, c'est 12 milliards. Donc 12 milliards de charges de personnel par rapport à 75 milliards de chiffre d'affaires, c'est 16% de son chiffre d'affaires. Voilà ce que représentent les charges de personnel sur lesquelles on concentre toutes les économies. Donc, que retenir de ces chiffres de 2015 ? Le chiffre d'affaires, qui est quand même un élément important, est-ce qu'on a vendu plus ou moins que l'année précédente ? C'est maintenu. Alors là, c'est l'évolution, ça a pris 2,5%, mais si on se met à périmètre constant, c'est-à-dire sans les changements de périmètre qu'il y a eu en cours d'année, c'est moins 1,8%, enfin c'est à peu près constant.
La marge d'exploitation, qui est vraiment ce qu'a dégagé l'entreprise dans son activité, elle était à moins 0,6%, mais en fait, il y a eu des retraitements comptables et en réalité, elle a augmenté de presque 4%, alors que vous vous souvenez que l'objectif était entre 0,3 et 3%. Donc on a fait mieux, EDF a fait mieux que ce qui était demandé par l'État pour cet indicateur essentiel qui est la marge opérationnelle, l'EBITDA. Le résultat net a énormément baissé, mais en fait, c'est un effet complètement non récurrent, complètement conjoncturel on a déprécié des actifs parce qu'avec la baisse des prix de marché, on considère qu'ils vont être moins rentables à terme, mais ça n'a pas été un résultat réel de l'entreprise. Et donc le résultat, disons à périmètre constant, lui, est resté stable. Quant à l'endettement financier, donc on nous dit qu'on est très très endetté. L'endettement financier, donc on a vu qu'il était à 37 milliards. Et ce qu'on regarde dans une entreprise, c'est le ratio. On compare en fait l'endettement financier avec la marge opérationnelle, l'EBITDA. Et là, ce ratio, il est de 2,1. Et l'autre objectif qu'avait fixé l'État, c'était que ce ratio d'endettement soit compris entre 2 et 2,5. Donc on est plutôt en bas de la fourchette de ce qui a été fixé par l'État. Donc au vu de ces résultats, vraiment, on ne comprend pas bien quel est le drame, en tout cas dans une vision actuelle court terme, des résultats de l'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai réécouté la conférence de presse qui a été donnée par Thomas Pickmal et puis Jean-Bernard Lévy sur ces résultats, et ils disent un peu ça. Alors, avant de démissionner, pourtant Thomas Pickmal, on ne peut pas dire qu'il soit un grand optimiste apparemment, il disait les comptes de résultats sont corrects, on a tenu nos objectifs, voire on a même dépassé nos objectifs à bien des égards. Donc, du coup, on a du mal à comprendre pourquoi on en est encore à se serrer la ceinture. Alors, il y a un autre indicateur, parce qu'il y a un autre objectif que je n'ai pas mis et dont vous avez dû entendre parler, c'est il faut revenir à un cash flow positif sous 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est que ce cash flow et où on en est pour l'instant? Alors le cash flow, c'est issu d'un autre état comptable qui est le flux de trésorerie. Donc c'est-à-dire qu'on regarde dans l'année ce qui est entré en caisse et ce qui est sorti de caisse. Tout compris, investissement compris. Donc qu'est-ce que c'est que ce cash flow? On part de la marge opérationnelle qu'a dégagée l'entreprise, donc ce qu'elle a vendu, moins ce qu'elle a consommé, moins les salaires qu'elle a versés. On ajoute ou on enlève des décalages de paiement, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que si on a signé des contrats par exemple avec des clients, ils sont rentrés dans l'année en compte de résultat, ils vont rentrer dans l'année même dans les l'EBITDA. Par contre, ils vont rentrer dans le cash flow qu'au moment où on va être payé. Donc il peut y avoir des petits décalages de trésorerie. On déduit les impôts, mais surtout, la différence qu'il y a avec l'EBITDA, c'est qu'on inclut les investissements nets qui sont faits dans l'année, c'est-à-dire les investissements qu'on a faits dans l'année, moins éventuellement des actifs qu'on aurait vendus dans l'année. Donc ça veut dire que si on achète une centrale nucléaire dans l'année, en gros, ça fait complètement chuter l'EBITDA l'année N. Donc là, on arrive à un cash flow avant distribution de dividendes, et ensuite, sur ce cash flow, sur cette trésorerie, donc on prélève des dividendes, et là, on arrive au cash flow, au free cash flow, comme il appelle, donc cash flow après versement des dividendes. Donc on voit que les deux gros, enfin, il y a trois gros indicateurs qui font jouer ce cash flow, c'est la marge opérationnelle qu'a dégagée l'entreprise, les investissements qu'elle a fait dans l'année, investissements ou reventes, et les dividendes qu'elle a reversés aux actionnaires. Donc, comment est ce cash flow? Alors, on a vu que l'EBITDA était plutôt très bon, à 17 milliards. Alors, je détaille, il y a quelques éléments non financiers, frais, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, on arrive à un résultat, un cash flow opérationnel, donc avant investissement, de 13 milliards, donc qui est aussi très bon. Là-dessus, on a 12 milliards 6 d'investissement net, donc on voit que c'est un énorme poste. Donc on arrive à un cash flow avant dividende qui est toujours positif. Et là, on verse des dividendes, et là, évidemment, on tombe en négatif. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est bien normal de distribuer plus de la moitié de ces dividendes pour une entreprise qui est dans une période de fort investissement, plus de la moitié de son résultat sous forme de dividendes? En fait, la distribution de dividendes, normalement, justement, elle est liée au cycle de vie de l'entreprise. Dans les périodes de fort investissement, il est normal de moins réclamer de dividendes parce que les actionnaires se disent qu'ils investissent dans l'entreprise et que ça va leur rapporter plus tard. Or là, on voit que c'est pas ce qu'on fait.
D'autre part, 55 à 65% de distribution de dividendes, c'est un taux de distribution qui est très élevé. Bon, la France, d'une manière générale, est championne d'Europe en matière de distribution de dividendes. Donc tout ce qui va en dividendes, c'est autant qui n'est pas réinvesti dans l'entreprise. Et on est même, nous, EDF, au-dessus de la moyenne du CAC 40, qui est de l'ordre de 50%. Donc on est vraiment dans des forts taux de distribution de dividendes, alors qu'on sait qu'on a des besoins énormes d'investissement. Alors c'est vrai que là, cette année, devant la crise, l'État a renoncé au paiement de ses dividendes sous forme d'argent en numéraire, ce qu'on appelle, et a été payé sous forme d'actions, mais c'est une fois. Or, ça fait des années que 2 milliards, en gros, sont redistribués à l'actionnaire et principalement à l'État sous forme de dividendes. Et on voit que ça saigne un peu l'entreprise, ce qui est quand même très curieux. Donc je pense qu'il faudrait quand même remettre en cause cette politique de distribution de dividendes. Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien normal d'investir? Est-ce qu'il faut investir? Et est-ce qu'il faut absolument, parce que ce qu'a décidé EDF, c'est, puisqu'il faut réduire ce cash flow sous 3 ans, eh bien, à chaque fois qu'on va acheter qu'on va investir, on va devoir vendre des actifs pour compenser, pour pas avoir des investissements nets qui soient trop élevés. Et là, alors il y a des investissements dont on peut se séparer, donc sur lesquels on ne pleurera pas, des investissements à l'étranger qui ont conduit à des relatifs déboires. Mais on parle maintenant de vendre une part de RTE, par exemple, le réseau de transport. Or, c'est pour le coup un actif dont les revenus sont garantis. On a une situation de monopole, les tarifs sont faits pour qu'ils couvrent les coûts, et on sait que ça va nous rapporter de l'argent. Donc vendre ça pour arriver à un cash flow positif, ça semble complètement aberrant. Et d'une manière générale, se fixer sur un cash flow positif à 3 ans, qui est une mesure d'extrême court terme, là aussi, pour une entreprise qui investit sur des dizaines et des dizaines d'années, c'est assez surréaliste. Enfin, à l'époque où EDF a construit son parc nucléaire, probablement qu'il avait un cash flow très négatif, mais c'est pas pour autant que sa santé financière était mauvaise et qu'il fallait pas faire ces investissements. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est quels sont les investissements nécessaires pour le service public, quels sont les investissements nécessaires pour mettre en place le système électrique de demain. Est-ce qu'on a les moyens de se les financer et est-ce que cet investissement sera rentable à terme? Or, est-ce qu'on a les moyens de se financer? En fait, ce qui semble, c'est que nos dirigeants appliquent à EDF les règles de bonne gestion d'une petite entreprise. Parce que c'est vrai que pour une petite entreprise, le cash flow et la trésorerie est un élément extrêmement important. Une petite entreprise peut se retrouver en défaut de paiement, donc en faillite, alors qu'elle a un carnet de commandes bien rempli, parce qu'elle n'a pas suffisamment de trésorerie pour payer ses dettes à très court terme. Et donc elle n'a pas accès au capital, puis personne ne veut lui prêter, elle se retrouve en faillite alors qu'elle aurait pu très bien survivre. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Nous, on est une très grosse entreprise, on est détenu par l'État à 85% et on n'a pas de problème d'accès au crédit, quoi qu'on veuille nous faire dire. Je voudrais juste rappeler que la dernière fois que EDF a fait appel au crédit auprès du public, a lancé un emprunt public, c'était 1 milliard, c'était en 2009, et il n'a eu aucun problème pour trouver du financement. Il y avait plus de demandes que d'offres, à des taux qui étaient très corrects. Donc là, on a l'impression qu'on nous fait comme avec les États, où on nous dit l'État doit être géré en bon père de famille, il ne faut pas plus de dépenses que de recettes, etc. Non, on est dans une situation particulière d'une entreprise qui a une place particulière à jouer dans le service public, qui a un quasi-monopole sur la France de l'électricité, et elle peut se permettre de se financer, d'investir massivement, de s'endetter. On a vu qu'il n'y a pas de problème de ratio d'endettement. En plus, aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc en plus, ça lui coûte même pas vraiment cher de s'endetter puisque les taux d'intérêt sont assez bas. Donc si on devait conclure sur cette partie des comptes, d'abord on ne regarde pas le bon indicateur. Il nous semble, quand on regarde le cash flow, un retour à un cash flow positif sous 3 ans, c'est une échéance beaucoup trop courte. Il faudra regarder sur beaucoup plus long terme. Et quoi qu'il en soit, on a vu les résultats. A priori, ils n'ont rien d'alarmant. La situation financière d'EDF n'a rien d'alarmant et c'est invraisemblable de se servir de ça pour dire qu'on va se séparer d'activités extrêmement rentables et puis extrêmement liées au service public comme RTE. Enfin, c'est pas fait, mais c'est des pistes qui sont envisagées. Et qu'on va réduire nos coûts, quitte à obérer l'avenir, quitte à avoir des réductions d'effectifs, des difficultés pour renouveler les compétences sur le long terme, quitte à avoir des désorganisations du système et quitte à mettre en difficulté nos sous-traitants. Alors maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est bon, certes, sur le court terme, vu d'aujourd'hui,
on ne voit pas où est le drame, mais est-ce que sur l'avenir, il n'y a pas des choses qui devraient, des signaux qui devraient nous inquiéter? Alors, il est vrai que sur la durée, si EDF n'est pas obligé d'avoir une trésorerie positive immédiatement sous 3 ans, ça c'est vrai, mais par contre sur la durée, il faut bien que sur le long terme, structurellement, disons, les recettes d'EDF couvrent ses coûts. Et encore là-dessus, même là-dessus, on pourrait discuter, on pourrait considérer qu'on est sur un bien particulier, qui est un bien de première nécessité, qu'on est dans une phase de mutation, de transition énergétique, et qu'on décide collectivement de subventionner l'énergie. Mais bon, retirons même ça pourrait se discuter. Mais en tout cas, si on ne fait pas ça, il faut arriver à un système où les recettes couvrent les coûts. Et en fait, par le passé, dans un univers dérégulé, il ne pouvait pas en être autrement. D'une part parce que le volume des ventes était connu, puisque EDF avait le monopole, donc on savait qu'elle allait vendre à la consommation de la France, plus un éventuel export à l'étranger. Donc la seule variation qu'il pouvait y avoir, c'est comment variait la consommation France, mais ça on arrivait relativement à le prévoir. Et d'autre part, il y avait des tarifs qui étaient construits de manière extrêmement sophistiquée pour justement couvrir l'ensemble des coûts. C'était une machine complexe, et là on est en train de tout détruire avec le marché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'abord, EDF n'a plus le monopole sur le marché, donc il a des parts de marché plus fluctuantes. Juste vous donner une petite indication sur la part d'EDF. En nombre de sites, EDF n'a finalement perdu. Alors en rose, là c'est ce qui est parti à la concurrence. En rouge, c'est ce qui est resté à EDF, mais qui n'est plus au tarif. Et en blanc, c'est ce qui est resté au tarif. Donc on a perdu, vous voyez, des grands sites, hein, on a perdu de très grands sites. Les sites moyens, on en a perdu que 11%. Et on a perdu au total 12% des clients. Et en volume, on a perdu pour l'instant. On a perdu 22% du volume de consommation en France. Donc on a encore 78% du volume. Et en fait, on a perdu essentiellement les très grands clients pour l'instant. Bon, mais ça pourrait évoluer. Vous avez vu que les tarifs jaunes et verts ont été supprimés. On pense qu'à terme, les tarifs bleus vont être supprimés aussi. On peut se dire que progressivement, EDF va perdre un peu de clients. Enfin, il reste quand même un acteur extrêmement majeur du paysage français. Et l'autre, donc, d'une part, il y a plus d'incertitudes sur les parts de marché, mais surtout, avec la disparition des tarifs, et maintenant on est exposé au prix de marché pour une grande partie. Or, les prix de marché, alors, il y avait toute une théorie, on a pensé, je ne m'inclus pas dedans, ni vous, j'imagine, que le marché allait s'autoréguler et allait arriver à un prix qui couvrait l'ensemble des prix du système. Or, c'est complètement faux. Le prix de marché, en fait, par construction, reflète les coûts variables du système, c'est-à-dire ceux qui dépendent de la partie du volume vendu. Or, l'essentiel des coûts du système, ce sont des coûts fixes, qui ne dépendent pas du volume. Ce sont les coûts d'investissement, ce sont les coûts de maintenance qu'on fait quoi qu'il arrive. Et donc, il y avait peu de chances qu'il y ait égalité. Alors, il y avait toute une théorie dans la construction des tarifs qui disait qu'il y avait égalité entre les deux, mais on pourrait rentrer dans le détail si vous voulez plus tard. Enfin, quoi qu'il en soit, en plus, avec le développement des énergies renouvelables qui ont un coût variable nul, hein, ça ne coûte pas plus cher de produire ou pas produire à partir du moment où on a les équipements, le marché ne couvre plus du tout les coûts. Et là, on assiste vraiment à un effondrement complet des prix de marché. Je vais vous montrer. Voilà les prix de marché tels qu'ils étaient l'année dernière. Donc ça, c'est les prix. Donc c'est les prix tels qu'ils étaient fin 2015 pour un achat d'énergie sur 2016. Donc ils étaient autour de 40-42 euros du mégawattheure. Et là, ils se sont effondrés. Ils étaient encore à 28. Ils se sont effondrés et ils continuent à s'effondrer depuis le début de l'année. Et là, on est autour de 26 euros du mégawattheure sur le marché pour la base. Donc 26 euros du mégawattheure, c'est à comparer au prix de l'Arenh. Alors je ne sais pas si ça vous parle, l'Arenh c'est le prix auquel EDF est obligé de vendre son nucléaire aux concurrents, et donc ce prix a fait l'objet d'une estimation, enfin était censé couvrir les coûts du nucléaire. Donc on a estimé, alors EDF trouvait même que c'était sous-estimé, que le coût du nucléaire c'était 42 euros du mégawattheure sur le parc actuel. Et là, on est à des prix qui sont à 26 euros du mégawattheure. Donc on voit qu'il y a un gros problème. EDF voulait même augmenter son tarif de l'Arenh jusqu'à 55 euros du mégawattheure. Et quand on parle même de prix de renouvellement, quand on voit les prix auxquels ont été vendus, si la vente se fait, a été vendu le nucléaire à Hinkley Point, c'est de l'ordre de 110 euros du mégawattheure. On est vraiment dans le grand écart complet. Et donc à 26 euros ou 28 euros du mégawattheure, aucun producteur ne peut produire, c'est une évidence. Donc c'est vraiment un dysfonctionnement du marché là.
Et d'ailleurs, Jean-Bernard Lévy, qui est quand même pas particulièrement opposé au marché, on l'a rencontré, nous, syndicats de la R&D, il y a peu de temps, et il avouait clairement que le marché ne fonctionnait pas, et qu'il fallait, en fait, pour pouvoir arriver à vivre, soit des subventions sur les investissements, soit des prix garantis comme en Angleterre. Donc c'est quand même un gros aveu d'échec du marché. On est toujours interloqué de voir comment certains découvrent avec quand même beaucoup de retard que le marché ne s'applique pas. Enfin, nous, en tout cas, c'est notre conviction à l'énergie, et la réalité semble nous donner raison. Et ce qui est invraisemblable, c'est qu'à l'époque où on a ouvert à la concurrence le système électrique, on savait ça. Enfin, beaucoup de personnes pointaient ce problème qui était l'incapacité du marché à inciter à l'investissement. On disait à l'époque le marché est myope. On disait, écoutez, on verra bien comment ça se passe, on va arriver à s'en sortir. Et bon, alors qu'est-ce qui se passe à ça? On essaye de créer des mécanismes qui réglementent plus ou moins. On va créer, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un marché des capacités pour rémunérer le fait même d'avoir des centrales et non pas uniquement de vendre de l'énergie. Mais on fait des essais-erreurs qui sont très coûteux et qui finalement n'arrivent pas à donner une visibilité sur la durée. Alors, au fait que le marché s'effondre, s'ajoute le fait que même les tarifs réglementés, leur construction, donc pour ceux qui restent, donc les tarifs bleus, la loi de transition énergétique a changé la manière dont ils étaient construits. C'est-à-dire qu'avant, donc, ils étaient construits pour couvrir l'ensemble des coûts de production. Aujourd'hui, ils sont couverts en partant des prix de marché et en faisant une sorte d'empilement. Donc oui, tel que le marché fonctionne, EDF a du souci à se faire, mais en fait, au-delà, c'est pas EDF qui a du souci à se faire, c'est le système électrique, parce que personne, encore une fois, ne peut produire à ce prix-là. Mais quelle conclusion en tirer? Enfin, la seule conclusion possible, c'est de dire, à minima, on réglemente pour arriver à faire réaugmenter ces prix de marché. Nous, on pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut tirer un bilan de la libéralisation et dire qu'il faut sortir de ce marché et revenir à un système réglementé. Mais alors, d'un côté, Jean-Bernard Lévy dit oui, il faut réglementer le marché, il y a un problème, mais de l'autre côté, il prend appui sur cette baisse des prix de marché pour dire on va supprimer des effectifs et baisser les coûts. Or, là, c'est vraiment l'avenir qui l'engage. Enfin, indexer les effectifs sur les prix de marché pour une entreprise qui a des compétences qui se forment vraiment sur la durée, qui a des investissements sur le long terme, nous, ça nous paraît complètement anachronique et invraisemblable. On rappelle quand même que au moment de donc vous savez qu'on a mis en place le forfait jour, hélas, je dirais, mais au moment où le forfait jour nous a été vendu, ce qui a été expliqué, c'est clairement le forfait jour, c'est fait pour allonger la durée du travail. On n'a pas le choix, on a des enjeux industriels complètement gigantesques devant nous, on a grand carénage, donc le programme de maintenance nucléaire pour prolonger la durée de vie des centrales, on a les divers problèmes, la disparition des tarifs verts et jaunes, plein de choses qui vont nous donner beaucoup de travail. On a essayé d'embaucher, on a embauché vraiment au taquet de tout ce qu'on pouvait, maintenant on n'arrive plus à intégrer les nouveaux, bon ça nous fait quand même aussi doucement rire, parce qu'on est persuadé que il y avait moyen d'embaucher plus. Mais donc, on ne peut pas faire autrement que de travailler plus parce que vraiment, on a trop de travail. Et là, demi-tour brusque, on nous dit, apparemment, on a toujours autant de travail qu'avant, mais on va réduire les effectifs parce que les prix de marché s'écroulent. Enfin, on a vraiment une logique de court terme versus une logique de long terme qui est invraisemblable. Et pourquoi, au bout du compte, on l'a vu, donc c'est 12 milliards les charges de personnel au total. Donc on va réduire de 5%, ça va nous faire 600 millions. Ça représente à peu près rien. Quand bien même on arriverait à supprimer l'ensemble du personnel, on aurait économisé 16% sur le prix de l'électricité et ça serait toujours pas suffisant. Donc on voit bien que ça ne peut pas passer par là. Donc voilà, la seule solution pour nous, c'est de sortir de ce marché. Alors après, je voudrais maintenant dire un mot sur des coûts. Donc on a vu que les charges de personnel ne représentent pas tant que ça, dans un univers où il y a des très lourds investissements. En revanche, ce qui représente énormément et dont on parle curieusement jamais, c'est le coût du capital. Alors, le coût du capital, qu'est-ce que c'est? C'est combien ça nous coûte simplement d'emprunter, d'avoir accès au capital, donc d'emprunter soit auprès des actionnaires, soit auprès des banques. Alors, le coût du capital, en fait, il dépend du niveau de risque. Alors, on part d'un taux d'emprunt d'État à long terme qui, aujourd'hui, est très bas. Les taux sont très bas, c'est de l'ordre de 0,5%.
On ajoute une prime de risque sur la dette d'EDF, c'est-à-dire qu'on considère que la dette d'EDF est plus risquée qu'une dette d'État, parce que justement il peut y avoir des retards dans la construction de l'EPR par exemple qui font qu'il va y avoir des coûts qui vont être découverts. Donc on ajoute une prime de risque de 1,5%. Et là, on arrive à des taux d'emprunt EDF entre 2,5 et 3%. C'est à peu près, enfin, c'était déjà le cas en univers dérégulé où les taux étaient plus, enfin, c'était pas constitué de la même façon. Disons qu'il y avait moins de risques, mais il y avait un taux d'emprunt d'État qui était un peu plus élevé. En tout cas, voilà ce que ça coûterait de s'endetter pour EDF. Voilà ce que ça coûte en fait de s'endetter pour EDF. Ensuite, quand on veut financer par fonds propres, donc par les ressources des actionnaires, les actionnaires demandent une prime de risque complémentaire, qui est sensible, qui est de 4 à 5%. Alors c'est la moyenne de la prime de risque demandée par les actionnaires du CAC 40, ce qui veut dire qu'on considère qu'EDF n'est ni plus ni moins risqué que la moyenne des entreprises du CAC 40. Alors pourquoi cette prime ? Parce que les actionnaires, si jamais il y a une faillite, si jamais il y a un gros problème, c'est eux qui seront payés en dernier, donc ils considèrent, et puis ils estiment qu'ils doivent être rémunérés, donc c'est pas forcément non plus forcément justifié, mais voilà, c'est 4 à 5%, ce qui fait que le coût en fonds propres, donc si on paye des investissements par fonds propres, le coût du capital, là, il est de l'ordre de 7 à 8% et non plus de 2,5 à 3%, donc c'est un gros écart. Alors en fait, le coût moyen du capital pour EDF, c'est une moyenne entre les deux, puisqu'il finance à peu près par moitié par emprunt et à peu près par moitié par fonds propres, donc on est autour de 5 à 6%. Et là-dessus, les actionnaires redemandent un surcoût, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce que leurs investissements dégagent au moins 3% de création, pardon, 3% de création de valeur. Et donc on arrive à un taux de rendement exigé du capital de 9%. Donc vous voyez qu'on est passé de 2,5% ce qui était le cas en univers dérégulé à 9%. Alors comment ça influe sur le coût de l'énergie finalement ? Eh bien ça n'a vraiment rien du tout de négligeable, je vais essayer de vous le montrer. Le coût du nucléaire c'est environ, comme c'est des investissements très lourds et sur une durée très longue, le coût du capital c'est environ 75% du coût total du nucléaire. Donc il y a une très forte sensibilité du coût de l'énergie nucléaire au coût du capital. Et donc j'ai fait des petites simulations en se basant sur des estimations qui étaient données par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, et qui recoupent aussi, j'ai été regarder la DIDEM, c'est la direction de la demande et de la maîtrise de l'énergie, qui publiait jusqu'en qui en publie plus, mais qui en publiait jusqu'en 2003 des estimations du coût du nucléaire selon différentes hypothèses. Donc quand on a un coût du capital, donc toutes hypothèses égales par ailleurs, à 3,5%, on a un coût du nucléaire de 40 € du mégawattheure. Quand on passe à 7%, le coût du nucléaire passe à 63 € du mégawattheure, donc une augmentation de 57%. Et quand on passe à 9% de coût du capital, on double le coût du nucléaire à 80 € du mégawattheure, plus 100%. Donc on voit bien que les enjeux sur le coût du capital sont d'un tout autre ordre que les enjeux sur les réductions des coûts de personnel et des coûts d'achat. Or, le fait d'avoir libéralisé le système fait que d'une part, on s'endette auprès d'actionnaires privés dont on a vu qu'ils exigeaient un coût du capital nettement supérieur, et d'autre part, on augmente effectivement le risque puisqu'on n'a plus de débouchés garantis sur nos moyens de production, et donc ça coûte cher en coût du capital. Et donc, je pense qu'une fois, il faudrait quand même se poser la question sur est-ce que tout ça en vaut bien la chandelle ? Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas ce coût-là ? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de travailler sur ce coût en réduisant ce coût, en réduisant le risque ? Et par exemple, en ayant une politique, le fait de ne pas non plus avoir de politique long terme sur l'énergie, évidemment, augmente le risque et donc augmente le coût du capital. Alors maintenant, il y a d'autres coûts aussi, donc qu'on n'arrive pas à chiffrer, mais liés à la libéralisation, qui sont le coût de la désorganisation du système. En séparant les activités de distribution, de production, de transport, on a évidemment multiplié les intermédiaires, multiplié les marchés. On a le marché court terme, le marché long terme, le marché d'ajustement, le marché de règlement des écarts, le marché des effacements. Enfin, on a tout un tas de marchés qui sont extrêmement complexes et donc coûteux. On a doublonné certaines fonctions, comme par exemple la prévision de consommation, l'optimisation du parc, entre EDF producteur et RTE par exemple. On a doublonné des systèmes d'information, tout ça a un coût non négligeable qu'on ne chiffre jamais aussi et dont on ne se demande jamais si ça vaut bien la peine de dilapider de l'argent comme ça.
Alors maintenant, que signifierait une faillite d'EDF? Est-ce que vraiment EDF peut faire faillite? Est-ce qu'on est menacé par ça? Alors la faillite, c'est l'incapacité de faire face, de rembourser à court terme ces dettes qui arrivent à échéance, donc de faire face à ces charges et de dégager durablement des bénéfices. Alors, la faillite peut être due à deux raisons principales. Soit c'est un problème conjoncturel, donc on manque de trésorerie à un instant T, et donc ça c'est plutôt pour les petites entreprises. Et à ce moment-là, il suffit qu'un repreneur renfloue. Enfin, il est possible qu'un repreneur rachète l'entreprise, renfloue si elle est rentable sur la durée. Soit ça peut être lié à des problèmes de gestion éventuellement. Soit c'est un problème structurel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, enfin en tout cas il n'y a pas de marché suffisamment rentable pour pouvoir vivre. Alors c'est vrai que ça paraît incroyable de se dire est-ce que EDF peut faire faillite. En même temps, les déboires d'EDF d'Areva pardon, peuvent conduire à se poser un peu légitimement la question. Bon, en fait, EDF, on l'a vu, joue un rôle très particulier en France. Ils ont un quasi-monopole de la production, 90% des moyens de production, un quasi-monopole de la fourniture d'électricité. Ils sont RTE et EDF sont des filiales, ils ont le monopole de la distribution. Donc à court terme, si EDF faisait faillite, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le pays ne serait plus alimenté en électricité, et ça c'est impossible. On voit bien. Ou alors il faudra retrouver un repreneur. Mais qu'aurait un repreneur privé de plus à offrir à EDF? Bon, sûrement pas un meilleur accès au capital. Hein. C'est quand même difficile d'imaginer qu'il aurait un meilleur accès au capital qu'EDF à 85% État, propriété de l'État, et on voit en plus qu'il aurait accès à un coût du capital supérieur. Une meilleure gestion, quand on regarde la gestion, je sais qu'il y en a qui pensent que la gestion privée c'est forcément meilleure que la gestion publique, enfin pour autant qu'on soit encore dans une gestion publique. Quand on regarde ce qui se passe dans le domaine de l'eau par exemple, on a des doutes, et puis quand bien même, de toute façon, ce qu'on a vu, c'est que quand bien même ils arriveraient à réduire par 2, voire à supprimer tout le personnel, ils se trouveraient toujours confrontés au même problème. Mais en revanche, ce qui peut se passer, c'est que le gouvernement, donc EDF ne peut pas faire faillite en tant que tel. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que le gouvernement prenne prétexte des difficultés financières actuelles pour éclater l'entreprise et la privatiser par partie. Et on voit que ça commence avec des idées de vente de RTE. Mais ça, je dirais que c'est plus une vision dogmatique pour brader les biens publics au privé qu'une réelle réponse aux difficultés financières d'EDF. Alors maintenant, quelles sont les vraies menaces je vais finir là-dessus, et les enjeux pour EDF? Pour moi, le vrai risque, c'est l'exposition à l'international. Et ça, on en parle très peu, parce que autant EDF a une situation très particulière en France, où il a le quasi-monopole, autant à l'étranger, là où il est implanté, c'est une entreprise comme une autre, c'est une entreprise qui peut faire faillite, c'est une entreprise qui peut se faire virer du marché, c'est une entreprise qui peut subir des revirements gouvernementaux. On a déjà eu beaucoup d'expériences à l'international, au Brésil, en Argentine, même à Constellation aux États-Unis ou Edison, qui sont des échecs. Et pourtant, dans Cap 2030, l'objectif, c'est de multiplier par 4 ou 5, je crois, l'EBITDA à l'international, donc d'augmenter l'exposition au risque à l'international, sur le prétexte que c'est là que se trouvent les relais de croissance. C'est-à-dire qu'en France, on sait que la consommation ne va pas augmenter, enfin en France et en Europe même, et donc on va aller chercher là où ça croît. Mais jamais on se pose la question de l'exposition au risque. Or, pour les salariés et pour les usagers français, la question de l'exposition au risque est bien plus importante que la question du relais de croissance. On peut très bien vivre uniquement sur l'activité française. Et sans même parler d'un point de vue plus politique, est-ce que c'est bien normal que EDF, entreprise de service public, aille participer aux privatisations des systèmes électriques des pays, hors de France ou même hors d'Europe? Alors évidemment, au premier chef de cette stratégie risquée à l'international, il y a l'investissement dans Hinkley Point. Alors je ne veux rien vous apprendre de plus, vous avez vu que ça a fait là aussi couler beaucoup d'encre. Donc c'est 23 milliards d'euros d'estimation, dont 2 tiers pour EDF. Je pense que le caractère risqué de l'opération n'est plus à démontrer. Ça a été dénoncé par de multiples acteurs, dont les syndicats d'ailleurs qui ont fait un droit d'alerte au CCE, mais dont surtout le directeur financier d'EDF qui est parti en claquant la porte, ce qui est quand même une première. Et pour autant, pour l'instant, de ce qu'on voit, on a aussi... les syndicats ne demandaient même pas l'annulation du projet, mais simplement le report, une attente de retour d'expérience sur ce qui s'était fait sur Flamanville et le PR de Finlande.
nous, on pense même qu'on n'a pas du tout à y aller, mais en tout cas, au moins, on aurait pu attendre ce retour d'expérience. Et pour autant, EDF s'entête, l'État le suit. Alors bon, maintenant, il commence à y avoir un petit peu plus d'hésitation de la part du gouvernement qui a demandé des études complémentaires, mais on a vraiment l'impression là d'une stratégie de fuite en avant. On a engagé des fonds en Angleterre, et bien on va aller jusqu'au bout parce que d'une part, on ne sait pas s'arrêter, d'autre part, on considère que le nucléaire est la seule voie possible pour le développement d'EDF. L'autre risque qui pèse sur EDF, mais plus globalement sur le système électrique français, c'est l'absence de stratégie à long terme sur la politique énergétique du pays. Or, la stratégie très court terme est assez assumée par Jean-Bernard Lévy, et ça a évidemment de quoi nous inquiéter. Toujours quand on l'avait rencontré, là, il n'a pas arrêté de nous dire, nous on est à la recherche, donc on disait il faut absolument investir dans la recherche, c'est invraisemblable de diminuer les effectifs encore plus, si je puis dire, enfin, pour autant qu'ils soient diminuables ailleurs, dans la recherche, alors qu'on est dans une phase de mutation, qu'il faut construire un système énergétique qui est différent de ce qui est aujourd'hui, que c'est des compétences qui construisent sur la durée. On a besoin de faire de la recherche à long terme, et lui, il nous disait, ceux qui se donnent du temps perdent, se font doubler, les clients n'attendent pas, la concurrence n'attend pas, allons vite, il faut regarder, il faut piloter le nez dans le guidon. Et c'est comme ça qu'on indexe les effectifs d'EDF sur des prix de marché qui bougent tous les jours. Alors, il faut dire aussi que cette absence de stratégie long terme, EDF n'est pas seul responsable dans l'affaire, et le gouvernement a une lourde part de responsabilité là-dedans. Je ne sais pas si vous avez suivi les aléas de la loi de transition énergétique, qui dans son article 1 quand même dit qu'on doit passer la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025, donc même pas dans 10 ans. Donc on pourrait se dire qu'il faut peut-être s'y mettre dès aujourd'hui si on veut atteindre cet objectif. En plus, on est dans une situation où on ne croit pas que la consommation va augmenter. Alors on continue à faire des scénarios de croissance de la consommation, mais enfin on voit bien que la consommation stagne. En plus, il y a des objectifs aussi dans la loi de transition énergétique de réduire la consommation d'énergie de 20% d'ici 2030 et même de 50% d'ici 2050. Donc on peut toujours se dire qu'il va y avoir des usages électriques nouveaux. Ces usages électriques, ils ont été chiffrés dans CAP 2030 entre 15 et 30 TWh sur une production de 540 TWh. Donc c'est minime. Si on voulait que 75% du parc du nucléaire aujourd'hui soit égal à 50% de la consommation de demain, il faudrait que la consommation augmente de 50%, c'est-à-dire de 270 TWh. C'est juste impossible. Donc on est là dans une situation où on nous dit on va passer de 75 à 50% la part du nucléaire, mais on ne ferme aucune centrale. Et ça à échéance très courte. Et on voit bien qu'il y a un petit malaise là-dessus, puisque donc devait sortir la loi de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui devait décliner cette loi de transition énergétique, dire sur quel scénario de consommation on s'appuyait, dire quelle devait être la part prise par les différentes filières. C'est quelque chose qui est quand même assez urgent. Or, c'est reporté de mois en mois. Là, on ne sait toujours pas quand ça va arriver. Donc évidemment, Jean-Bernard Lévy, quand on lui demande enfin comment vous répondez à cette contradiction de maintien du parc nucléaire actuel, de prolongement des centrales nucléaires, alors qu'il va y avoir une réduction de la part du nucléaire de 75 à 50%, il dit écoutez, adressez-vous à ceux qui sont en charge de la PPE. Donc là, on pense qu'il faudrait un jour que l'État prenne ses responsabilités et dise vers quoi on va, quelle trajectoire on prend. Ça devient quand même essentiel, parce que c'est vrai qu'investir dans le prolongement des centrales, alors qu'on ne sait pas si ça ne va pas être fermé dans 5 ans, dans 10 ans, c'est un gros problème. Et pour les salariés, c'est aussi un énorme problème. Nous, on ne fait pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut faire comme si aucune centrale n'allait fermer. Et défendre ainsi l'emploi des salariés. Nous, on pense que quoi qu'on fasse, de toute façon, des centrales vont fermer, et que la façon la mieux pour les salariés de s'en sortir, c'est de prévoir, d'anticiper ces fermetures de centrales et de prévoir des reconversions sur le long terme. Alors, et l'autre point qui pose, qui jette une incertitude sur EDF, c'est la stratégie du tout nucléaire. Donc on a vu que malgré les déboires de l'EPR, malgré l'émergence des énergies renouvelables partout, y compris en France, malgré des décisions de certains pays d'arrêter le nucléaire brutalement, nous on continue à faire comme s'il n'y avait pas de problème, et on met, je dirais, tous nos œufs dans le même panier, et on lie notre sort au sort de la filière nucléaire, ce qui est dangereux. Donc on n'anticipe pas ces fermetures.
Alors pour revenir sur les accompagnements de reconversion des salariés, il y a aussi quelque chose qui plombe énormément qui rend difficile cette reconversion, c'est qu'aujourd'hui on est au statut quand on est dans le nucléaire, dans le thermique, quand on est dans EDF. Par contre, toutes les énergies renouvelables se font dans des toutes petites entreprises, voire dans des filiales d'EDF qui n'ont pas le statut. Et évidemment, quand on propose aux salariés de lâcher un statut relativement protecteur encore pour aller vers des boulots très précaires, on comprend qu'ils ne soient pas tellement enclins à y aller. Juste un chiffre, dans le PV, entre 2010 et 2012, c'était pourtant une filière qui avait le vent en poupe, et bien, il y a eu 14 500 suppressions d'emplois. EDF vient de lâcher sa filiale Nexis qui produisait aussi du PV. Bon, on voit que c'est un réel problème. Pardon, le photovoltaïque, c'est solaire, excusez-moi. Donc nous, on estime que que EDF aurait un tout autre rôle à jouer, par exemple en développant des filières d'énergie renouvelable sur toute la. On n'a pas de filière française aujourd'hui, on importe l'essentiel des panneaux photovoltaïques d'Asie. EDF aurait tout à fait un rôle à jouer à développer des filières du début jusqu'à la fin d'énergie renouvelable dans de bonnes conditions, en pouvant le planifier sur le long terme, mais ça, pour l'instant, on se refuse à faire et on estime que c'est bien dommage. Après, il y a d'autres questions aussi que EDF devrait se poser et qui, pour l'instant, on a l'impression de le fait encore peu, c'est on sent que le paysage énergétique peut changer vers un système beaucoup plus décentralisé, à la fois dans sa production et dans sa conduite de réseau. Quelle place va avoir EDF dans cette décentralisation de la production ? Et puis le dernier risque, on l'a vu, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est le risque de démantèlement et de privatisation par partie d'EDF en prenant prétexte de ses difficultés financières, alors que ça ne fera qu'exposer un peu plus EDF au risque, puisqu'on lui demande de lâcher ses activités les plus sûres. Et en particulier ses concessions hydrauliques, bon ça on pourrait y revenir dans la discussion si vous voulez, mais c'est une des énergies les plus rentables, en plus c'est un bien public par essence, et là le fait de devoir lâcher ça, c'est un coup de plus porté au service public. Et peut-être un dernier point aussi, c'est l'incapacité d'EDF à mener à bien des grands projets. On doit quand même se questionner sur les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à mener à bien l'EPR, alors qu'on a su par le passé mettre en place un parc nucléaire conséquent. Nous, on pense que ça a à voir avec l'organisation du travail, avec un recours abusif à la sous-traitance, avec une manie de turnover qui fait qu'on estime que les salariés ne doivent pas rester plus de 3 ans en poste, avec aussi une culture je dirais peut-être une culture du garde à vous, où les gens ont peur de pointer les problèmes quand ils en voient, ils préfèrent ne rien dire parce qu'ils risqueraient des problèmes. On voit que ça a posé des problèmes à Areva, vous avez vu qu'il y a eu des falsifications probablement de dossiers de production qui aujourd'hui se reportent posent des graves problèmes sur la cuve de Flamanville. Or, il y a besoin d'un climat de confiance pour ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de baisser les coûts et de baisser les effectifs, on voit bien que ça va encore rendre plus difficile le fait de mener à bien ces grands projets. Donc, en conclusion, les risques auxquels sont exposés EDF sont sur le long terme et n'ont absolument rien à voir avec ses coûts et son train de vie. Au contraire, il ne faut surtout pas, à notre avis, de serrage de boulon. Il est temps d'abord de se recentrer sur la France. De surtout ne pas se débarrasser des activités les plus sûres que sont les concessions hydrauliques et le réseau, de s'interroger sur nos modes d'organisation, de se donner les moyens d'une transition énergétique en prenant plus son rôle dans la transition énergétique avec une planification sur le long terme et des scénarios pour savoir vers où on va, et d'anticiper les reconversions, ce qui veut dire d'avoir un statut des salariés pour l'ensemble du secteur de l'énergie, d'embaucher, même je vous dis franchement, surtout qu'il y a 5 millions de chômeurs qui ne demanderaient que à venir à EDF, et puis d'enfin faire un bilan de la libéralisation du secteur électrique et d'en tirer toutes les conséquences.